Ce programme vous est offert par Afriland First Bank. Bonsoir et bienvenue sur Vox Live, votre émission de débat où nous décryptons les enjeux du continent. Et ce soir, nous faisons le bilan d'un homme porté par la ferveur populaire. Un an après son élection, Bassirou Diomaye Faye a-t-il tenu ses promesses de rupture entre souveraineté économique, réformes politiques et défis sociaux? Où en est réellement le Sénégal? Alors que le pays amorce sa production pétrolière et gazière, la révélation d'une dette cachée de 7 milliards de dollars pose question. Peut-il mener ses ambitions souverainistes sans compromettre la stabilité économique du pays? Pour en débattre ce soir, trois invités. Makaëline Guebla, bonsoir. Bonsoir Soukaina, merci. Journaliste politique, ancien conseiller à la présidence tchadienne et défenseur des droits. Tout à fait. Face à vous, Jules Domché, bonsoir. Bonsoir Soukaina. Vous êtes journaliste politique et enfin Ibouba nous a rejoint sur le plateau. Vous êtes journaliste politique également. Exactement. On l'a dit, il y a un an, Bassirou Diomaye Faye est arrivé au pouvoir. Aujourd'hui, il forme un binôme un peu incontournable avec son Premier ministre Ousmane Sonko. En un mot, très rapidement, on va faire un petit tour de table. Est-ce que finalement la rupture elle a véritablement été actée, Ibouba, avec l'ancien régime? Oui, la rupture, on pourra parler de rupture, effectivement, puisque si on fait une belle lecture de la situation, vous savez très bien qu'il y a un changement opaque qui est juste là, à la vision spontanée des choses. Donc vous voyez justement que ce changement existe, là par la façon de faire. Ceux qui viennent aujourd'hui prônent beaucoup plus l'intégrité et puis le souverainisme. Et ce qui était là, peut-être sûrement, était en général donc sur l'ancienne voie, avec les anciennes méthodes. C'est une jeunesse qui est là toute fraîche avec des idéaux, des idées émancipatrices, différentes donc de l'ancien régime, celui de Macky Sall, je voudrais dire. Donc aujourd'hui, c'est sûr que c'est pas les mêmes tendances, c'est pas les mêmes tandems. C'est la jeunesse qui est là, c'est une autre vision du monde, c'est une autre vision et une autre façon de faire et une autre façon d'appréhender le Sénégal, donc sur l'échiquier international. Juste est-ce que la rupture elle est franche aujourd'hui? Bassirou Diomaye Faye a annoncé de nombreuses mesures, notamment pour relancer la croissance avec la réduction des dépenses publiques. En termes de politique vis-à-vis des jeunes, il y a l'annonce de mesures pour favoriser l'auto-emploi. Est-ce que finalement il a tenu toutes ses promesses? Un an, c'est très court, mais en même temps, qu'est-ce qu'on peut dire de sa première année au pouvoir? Ben, je pense que c'est une première année qui est, je vais dire que mitigée. Mitigé dans ce sens où effectivement je pense que Bassirou Diomaye Faye et son compère Ousmane Sonko ont découvert qu'il y a une différence entre être dans l'opposition et être en capacité de décider. Donc je sais que les gens peuvent être impatients, ce qui semble normal, mais l'effectivité du pouvoir est toujours différente. Vous pouvez faire autant d'annonces que vous voulez quand vous êtes en campagne électorale, quand vous êtes dans la posture d'un opposant, mais une fois que vous arrivez aux affaires et que vous êtes confronté à la réalité du pouvoir, vous êtes obligé de faire des arbitrages qui vont forcément ralentir vos ambitions et vous amener à ne pas forcément tenir toutes les promesses que vous avez eu à faire, notamment pour la première année. C'est ce qui avait été reproché d'ailleurs quand ils ont sorti le programme Sénégal 2050. On leur a reproché finalement de ne pas être dans l'instantanéité des mesures. Oui, bien sûr, mais vous savez, le peuple sera toujours exigeant, intransigeant, impatient. Mais la gestion d'un pays relève d'une nécessité absolue de planification. Et vous ne pouvez pas faire une planification comme on fait souvent en Afrique, des choses court-termistes, où on veut des choses dans 1-2 ans. Non, il faut avoir une projection sur la longue durée. Le problème se pose en Afrique parce qu'on a toujours l'impression que celui qui annonce est celui qui doit réaliser. Alors que ce n'est pas ça la réalité dans la gestion d'un pays. Pour le cas d'espèce, ces deux dirigeants très jeunes qui n'avaient pas une véritable expérience de la gestion d'un État avaient, à mon sens, besoin d'un temps
pour habiter la fonction, si je vais emprunter cette expression à l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Et il ne vous a pas échappé qu'il leur a fallu aussi du temps pour déjà avoir la main mise sur l'organe législatif. Parce que pour faire des réformes, il faut avoir le Parlement. Mais il a fallu du temps pour avoir ce Parlement-là. Donc je pense que c'est une première année qui a montré des signes de vitalité. Il y a eu un réel changement même dans le style, dans la manière de faire, dans le discours. Parce que notamment le Premier ministre Sonko, qu'on connaît comme un très bon tribun, est resté dans une moindre mesure dans cette dynamique-là. On a vu aussi une volonté, effectivement, de faire bouger les unes. Oui, chacun à leur place. C'était un duo. Au début, il y avait des craintes vis-à-vis de ça. Des craintes qui étaient justifiées, voilà. Parce que le leader du PASTEF, c'était Sonko, c'était le leader charismatique. Diomaye Faye était quelqu'un de beaucoup plus effacé, mais on trouve aujourd'hui qu'ils arrivent à pouvoir fonctionner. Donc j'ai envie de dire, pourquoi le bilan est mitigé? Parce que justement, ils ne pouvaient pas en si peu de temps faire tout ce qui avait été annoncé. La rupture notamment avec la France est quelque chose qui semble beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre que ce que les gens auraient espéré. Les gens auraient espéré que dès le lendemain de la prise du pouvoir, il y ait peut-être une sortie de la CEDEAO, il y ait une création de monnaie. J'ai envie de dire, les choses ne se font pas aussi simplement. Ce sont des jeunes dirigeants qui sont arrivés, et j'ai bien aimé que vous précisez ça, par une volonté populaire. Ils ont eu le temps d'habiter la fonction, pour ce qui concerne notamment le chef de l'État. Aujourd'hui, il y a des réformes qui sont en train d'être mises en place au niveau de la justice. Il y a eu les états généraux, il y a eu plein de choses. 1 an, c'est pas mal, mais c'est trop tôt pour tirer conclusion. Absolument. Je me rappelle qu'à l'époque, sur le plateau toujours de Vox Live, présenté par Aïssatou à l'époque, j'avais dit, moi, pour savoir si un dirigeant... C'était pour les 100 jours. Voilà, c'était pour les 100 jours. Et j'avais dit, moi, je donne un minimum de 2 ans. Absolument. Au bout de 2 ans, on peut savoir véritablement si on est dans une rupture franche ou dans une rupture de façade. Pour le moment, c'est très tôt. Ils ont posé des actes qui démontrent qu'ils veulent totalement se désolidariser d'une certaine façon de faire. Ça, on ne peut pas le dénier. Mais aujourd'hui, il y a des choses qui restent à faire et je pense qu'il faut qu'on ait la patience nécessaire pour pouvoir effectivement les observer. Michael Nguebla. Moi, je pense qu'effectivement, les analyses des uns et des autres sont pertinentes, étant donné que d'abord, le PASTEF, qui est un parti africain pour la solidarité, le travail et l'entraide et la fraternité, avait comme option la rupture. Parce qu'en fait, le peuple sénégalais avait été habitué depuis plus longtemps par des régimes, par exemple le régime de Ouad, qui a effectivement connu aussi des limites. Le régime de Macky Sall a été quand même le régime de beaucoup de frustration, et donc le PASTEF était venu incarner la rupture. La preuve, c'est qu'on a constaté qu'ils étaient majoritaires à l'Assemblée nationale. Donc le peuple leur a encore redonné confiance. Ça montre quoi? Ça montre effectivement qu'il y a une volonté réelle à la fois du peuple sénégalais et de ces deux dirigeants qui sont jeunes, vous l'avez mentionné, et qui aujourd'hui, au regard de la situation et des exigences, souvent les attentes du peuple sénégalais, il faut le comprendre, il y a une question de chômage auquel ces jeunes Sénégalais attendent, et ce qui est aussi à l'origine effectivement d'immigration massive des jeunes Sénégalais. Il y a des mesures quand même qui ont tenté en tout cas d'être mises en place, l'industrialisation notamment pour réduire le chômage, et puis il y a aussi le développement du secteur pétrolier. Tout à fait, ce sont des secteurs importants qui absorbent le chômage, et puis donc je pense que Diomaye Faye et Sonko ont vraiment mis le curseur sur cette préoccupation des Sénégalais. Maintenant, c'est vrai, il y a un défi énorme lié effectivement à l'environnement international qui est aussi exigeant, un environnement international qui est de plus en plus, je dirais, un peu hostile à l'évolution d'un pays comme le Sénégal. Maintenant, je pense que au regard effectivement des backgrounds des uns et des autres, je pense qu'ils vont relever ces défis. Et c'est vrai, Jules disait tout à l'heure, il est temps, pour le mois, en un an, on ne peut pas évaluer en termes de bilan toutes les réalisations qui peuvent être faites ou bien les demandes qui peuvent être satisfaites. L'ambition, c'était justement de créer un programme souverainiste de rupture. Quand on voit par exemple l'annonce qui a été faite à la suite de celle du Tchad, par exemple du retrait des troupes françaises sur le sol tchadien et puis ensuite sénégalais, est-ce que c'est un symbole notamment d'un retour à la souveraineté comme ça du Sénégal? Est-ce que c'est un pas en tout cas en ce sens? Un symbole, je dirais non. Mais aujourd'hui, ce qu'il faudra notifier, c'est que ces nouveaux élites, ces nouveaux caciques du Sénégal viennent avec une certaine particularité. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois que Jules l'a énoncé
en quelque sorte en essayant de faire un tout petit peu la différence donc, entre ce qui était là et ces nouveaux gens qui sont là et l'attente surtout de la population. Le souverainisme qu'ils essaient de mettre devant, je crois que c'est ce que attend le peuple sénégalais. Et le peuple africain notamment, je dirais bien, les dés sont jetés aujourd'hui, ils veulent voir un changement, notamment, comme vous venez de le dire, l'armée française qui doit peut-être sûrement quitter. Et ça se voit, par exemple, on voit que cela se calque dans les autres pays africains. Ils voudraient effectivement que ça soit calqué de la même façon en Afrique, aujourd'hui, notamment au Sénégal, justement pour prôner cette indépendance, pour prôner effectivement cette liberté d'exercer comme un pays libre. Je crois que ça, ce sont des attentes qui sont là. Maintenant, ce nouveau gouvernement pourrait essayer de mettre un tout petit peu, de faire une petite peu, de monter un peu sur l'amplitude réelle de la situation au Sénégal. Ces caciques, aujourd'hui, ont jeté les dés. Et le plus important, je crois, a été fait, c'est effectivement faire des réformes ou montrer à la population où est-ce qu'ils vont d'ici l'an 2050. Après la politique générale qui a été donc déterminée par le Premier ministre, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde s'attend à vivre le réel et à vivre le changement. Et ce changement, le peuple sénégalais commence à aspirer à vivre ce changement-là, puisque depuis quelque temps, ce qu'ils ont fait en premier mur, donc c'est... et quels sont les signes concrets aujourd'hui, justement, de cette... Les denrées de première nécessité. Cette souveraineté. Effectivement. Comment ? Quels sont les signes concrets aujourd'hui de cette souveraineté ? On parlera peut-être après de la souveraineté économique, mais cette souveraineté politique, comment est-ce qu'elle s'est affirmée un an après leur prise de pouvoir ? Mais leur accession au pouvoir. Le changement est réel. Vous avez vu, Jules l'a dit tout à l'heure, donc la première liaison avec la France, donc ce n'est pas du tout cela, parce que c'était le premier partenaire économique du Sénégal. Et aujourd'hui, ils ont d'autres partenaires qu'ils ont mis sur l'échelle internationale. Ils essayent de tisser les relations avec d'autres pays différents du Sénégal. Ça, c'est de un. De deux, ils mettent l'accent, effectivement, donc, sur la mainmise nationale et non sur la mainmise internationale. Je crois que ça... Moi, je voudrais juste ajouter et compléter parmi les signes... Sur l'aspect politique, peut-être, d'abord. Justement, parmi les signes de rupture ou bien de souveraineté que vous avez posé comme question, il faut citer, par exemple, quand d'habitude, le président sénégalais, quand il est élu, le premier voyage devait être à Paris. Mais pour Diomaye Faye, son premier voyage était dans les pays environnants. Donc, vous avez la Mauritanie, vous avez la Gambie, qui sont effectivement des pays limitrophes du Sénégal. Et donc, ils ont commencé par ces pays. Et donc, le troisième ou quatrième voyage était peut-être Paris. Et vous avez évoqué effectivement la réforme de la rupture avec la France, surtout le volet coopération militaire. Ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que ça fait partie des programmes politiques du PASTEF qui, dans leur agenda, ils ont toujours prôné effectivement une souveraineté nationale, notamment en mettant un terme avec une coopération et la présence des troupes françaises sur le territoire sénégalais. Et donc, c'est acté. Maintenant, il faut voir, vous avez raison, effectivement, la gestion même de ce qu'on appelle des ressources naturelles, dont le gaz. Le Sénégal, depuis un certain temps, est devenu producteur de gaz. Ils ont effectivement aussi découvert le pétrole. Donc, toutes ces richesses naturelles peuvent permettre effectivement aux Sénégalais et aux autorités actuelles effectivement, de négocier de manière souveraine, à la différence des régimes précédents qui avaient négocié sur des critères subjectifs mais qui n'ont pas tenu compte de l'opinion publique sénégalaise. Jules Domché, je vous retourne également la question. Quels sont les premiers signes aujourd'hui quelles sont les actions concrètes en termes de souveraineté politique qui vont dans ce sens-là ? Un an plus tard, qu'est-ce qu'ils ont accompli, le tandem Diomaye Faye-Sonko ? Je pense qu'ils ont montré, mine de rien, qu'ils ne voulaient pas s'inscrire dans la logique de la continuité, notamment dans leur relation avec l'ancienne puissance coloniale qu'est la France. Ça, au moins, ça a été clair. Même s'ils n'ont pas, j'ai envie de dire, renversé la table, ils ont à leur manière démontré qu'ils n'étaient plus prêts à accepter une certaine façon de faire. Ça a pu se ressentir dans les discours, j'en ai parlé concernant notamment le Premier ministre Ousmane Sonko, et même à travers après la sortie médiatique notamment d'Emmanuel Macron, sûr, on s'en rappelle. On a pris la peine de recadrer Emmanuel Macron, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas, notamment venant du Sénégal. Ça, c'est déjà un changement. C'est les tirailleurs sénégalais. Sur la question, effectivement, voilà, des tirailleurs. La France fait toujours allemande. Si voilà, donc je veux dire qu'il y a eu cette prise de position suffisamment forte et symbolique pour le relever. Il y a effectivement cette affaire de base militaire française qui ne peut pas être totalement
totalement balayé d'un revers de la main, même si, à mon sens, j'ai été embêté un peu par le timing, par la manière dont ça a été fait, parce que à un moment donné, j'ai eu une sorte de doute, parce que d'après les informations que j'ai, la France a décidé de changer son narratif sur le continent africain, de changer l'approche. Et le fait que le président Diomaye Faye l'ait fait au cours d'une interview sur France 2, quand je vois encore la sortie de Macron devant les ambassadeurs où il dit c'est nous qui avons, on s'est juste entendu pour laisser la parole aux autres, ça a pu créer une sorte de doute dans mon esprit, mais toujours est-il, c'est que ça reste un fait. Et que ça aussi, ça peut être apprécié, parce que je peux imaginer que si on en est arrivé là, ça veut dire qu'il y a eu une pression aussi des nouvelles autorités sénégalaises sur la France, et cela a peut-être rencontré une nouvelle orientation de la politique africaine de la France, et c'est ça qui a permis que cela se fasse. Donc je pense qu'il y a eu des gestes qui ont été posés. Le simple fait que le président Diomaye soit allé au Mali, qui est un pays, comme on le sait, aujourd'hui qui est en rupture de banque complète avec la France, démontre qu'on n'est pas dans une logique de se faire dicter les choses, notamment sur sa politique africaine. Donc, il y a ces faits-là, ça reste encore très symbolique, il y a des attentes précises, mais j'ai envie de dire, ces attentes-là, il va falloir encore attendre, si je peux me permettre, parce qu'il ne faut pas croire qu'un dirigeant gère avec la pression de la rue. Un dirigeant ne gère pas avec la pression de la rue, parce que vous ne pouvez pas prendre des risques démesurés juste pour satisfaire des annonces que vous avez pu faire quand vous étiez en posture d'opposant ou en posture de leader d'opinion, parce qu'une fois de plus, la gestion d'un pays est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut imaginer. Et c'est pour ça que je dis, donnons-leur encore le temps. À la mi-mandat, on saura s'ils sont dans cette dynamique de rupture totale ou s'ils sont dans une dynamique de transaction politique. Toutefois, je pense que c'est à l'allumage, hein, il y a eu quand même de quoi quand les rapports ont été tendus avec la presse sénégalaise que le Premier ministre avait demandé qu'il respecte un certain nombre de financements par rapport à la presse locale. Donc il y avait un peu une levée de bouclier à Dakar qui nous a un peu inquiétés. On a dit, mais écoutez, ces gens ont été accompagnés par la presse tout au long de l'opposition et que subitement, c'est la presse qui devient la cible. Nous étions inquiets. Mais quand même, il y a eu des rapprochements du point de vue qui a permis effectivement de normaliser les relations entre le pouvoir et les organes de presse sénégalais. Ibouba, je vous voyais réagir. Oui, absolument. Je crois qu'il y a eu un changement patent aujourd'hui. Comme il l'a dit effectivement Jules, je crois qu'on en sait trop peu pour essayer de juger ces caciques qui sont là aujourd'hui. On va essayer d'attendre un tout petit peu. Mais ce qu'il y a, il va falloir mettre l'accent sur un point qui est tout à fait important, c'est les réformes. Je crois que c'est une nouveauté qui est là. Les Sénégalais ou le Sénégal avait certainement l'habitude de certaines Gabetchi qui étaient là, qui prononçaient bien son nom, qu'aujourd'hui, ces gens, dès à leur arrivée, ont essayé d'éradiquer cela. Et oui, il y avait la volonté d'une refondation justement démocratique, il y avait la volonté de ces réformes engagées. Est-ce qu'elles vont véritablement transformer le système ou ça reste des réformes un peu cosmétiques? Quand on hérite, ils ont quand même hérité d'un Sénégal tenu par les mains de l'ancien président Macky Sall. Est-ce qu'est-ce qu'il en est justement? Elles ne sont pas cosmétiques, elles sont tout à fait réelles, puisqu'aujourd'hui, c'est une sorte d'emblème qui est là et qui est pratiqué par tous les gens qui travaillent dans l'administration sénégalaise. Ça, il faudra le noter. Au cas de Macky Sall, c'était pas tout à fait ça. Donc c'était les gens, ils sont là, donc c'était la lassitude totale, c'était la négligence totale. Et ces gens-là, ils viennent avec une certaine fermeté, dont le Djubanti, qui veut dire effectivement aller tout droit et faire les choses d'une façon carrée. En quelque sorte, c'est le slogan. Et ce slogan, je crois qu'il est apprécié par tous les Sénégalais. C'est quelque chose, c'est une nouveauté qui est là. Et les Sénégalais aspirent effectivement à cela. Aujourd'hui, ce qu'il faudra noter et ce qu'il faudra dire, le Sénégal d'hier est différent du Sénégal d'aujourd'hui. Donc, ils ont une autre vision. La vision, c'est la vision de l'année 2050, prépondérément. Mais les Sénégalais aussi savent écouter et savent patienter. Je crois que 5 ans, c'est pas si grand que ça. On leur donne 5 ans
Et je vous assure que s'ils ne font pas ce qu'ils disent et s'ils ne respectent pas ce qu'ils respectent, j'en suis persuadé que les Sénégalais ils feront le nécessaire comme ils l'ont fait avec les autres qui sont là. La chance, c'est lié à la maturité démocratique et la maturité politique de l'état d'esprit du peuple sénégalais qui a une tradition d'abord de l'alternance, mais également une tradition de contestation spécifique dans un pays comme le Sénégal. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est en train d'être observé depuis le Sénégal, depuis Paris, et au Sénégal, c'est que c'est aussi la stabilité, la paix. Il y a moins effectivement de contestations comme sous la période de Macky Sall où on assiste également à une prédation de richesses, des scandales financiers également par son frère. Donc la dilapidation des ressources économiques du pays par une élite qui est au pouvoir dont un carnet devenu familial. Donc moi je pense que le duo Diomaye Faye et Sonko, c'est un duo qui donne l'espoir au peuple sénégalais, qui effectivement a une grandeur dans sa façon d'observer et de gérer un pays. Donc moi je pense que pour le moment, il est temps de les juger, mais il faut quand même attendre peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans pour voir les 3 ans ça sera tôt, 2 ans ça sera trop. C'est clair que les Sénégalais sont impatients aujourd'hui. Ils ont une page de vue quasiment dénaturée. Il y a la faim, il y a tout ce que vous voulez. Je ne sais pas, les Sénégalais ont une page de vue quasiment dénaturée aujourd'hui. Donc ils aspirent à quelque chose. Ils se sont déjà prononcés donc, antécédemment lors des différentes phases politiques. Quand ils sillonnaient le pays, ils disaient ce qu'ils voulaient, ils savaient ce qu'ils voulaient, ils savaient là où ils allaient. Et aujourd'hui, je crois qu'ils mettent l'accent là-dessus. Le Sénégalais peut être impatient dans ce sens-là. Et ils attendent effectivement de pied ferme. J'en suis persuadé. 1 an, ça sera peu, mais 2 ans, ça sera de trop pour les Sénégalais. Je suis sûr qu'ils vont réagir. Et la réaction, ça sera dans la rue. Ça, c'est voilà. Voilà, je disais, parions sur la mi-mandat. Parions sur la mi-mandat. Le peuple sénégalais est un peuple, comme on l'a dit, foisonnant, et c'est un peuple qui a des hommes de très grande qualité, et c'est pour cela qu'on en arrive à avoir Diomaye Faye et Sonko au pouvoir, parce qu'il faut relever pour leur rendre hommage le rôle qu'a pu jouer les officiers de l'armée sénégalaise qui ont décidé de rester dans une posture républicaine. Absolument. Le Conseil constitutionnel, quoi qu'on puisse en dire, a joué un rôle historique qu'il ne faut surtout pas négliger. Donc, je pense que c'est parce que c'est un pays où il y a des hommes de valeur qui ont compris un certain nombre de choses. Et je crois que Ousmane Sonko et Diomaye Faye sont bien placés pour le savoir. Le Sénégalais, c'est quelqu'un qui aime le respect de la parole donnée. Et je pense que si Macky Sall a été autant honni à la fin de son mandat, c'est parce que justement les Sénégalais ont eu l'impression qu'il ne voulait pas respecter sa parole. C'était pas forcément une question de son bilan qui était mauvais, parce que Macky a fait des choses. Il a transformé le Sénégal en 10 ans sur le plan infrastructurel et tout. Il y avait naturellement des problèmes de gestion de gabegie, comme on peut le relever, mais est-ce que les Sénégalais reprochaient plus à Macky? C'est le fait d'avoir le sentiment qu'il veut s'éterniser au pouvoir, qu'il ne veut pas respecter la parole qu'il avait donnée. Exactement. Parce que c'était les mêmes Sénégalais qui l'avaient aidé à mettre Wade hors d'état de nuire, parce qu'ils estimaient à un moment donné qu'il fallait changer les choses. Donc, je pense que ces 2 jeunes leaders africains qui sont à la tête aujourd'hui du Sénégal ont totalement conscience de cela. Et ils sont en train de faire pour le moment du mieux. J'insiste là-dessus parce qu'il faudrait que nous, autres Africains, nous évitons d'être prisonniers de l'instantanéité. Parce que les résultats, on ne peut pas tous les avoir au même moment. Je pense que ce qu'il fallait faire, ils ont réussi à faire dans la mesure du possible. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, concernant les réformes, ils ont la main. Aujourd'hui, ce qu'il n'y avait pas il y a quelques mois. Parce que toute réforme doit passer dans un système qui se veut démocratique par le vote des lois au niveau de l'Assemblée. Si vous êtes minoritaire à l'Assemblée, votre vision ne va pas suivre. Maintenant qu'ils ont le pouvoir exécutif, ils ont également le pouvoir législatif qui leur est favorable, les Sénégalais ne vont pas être autant patients que ça parce qu'ils leur ont donné les leviers du pouvoir pour pouvoir effectivement faire des choses. Donc, maintenant, on va attendre et on verra effectivement dans quel sens ils vont aller. Sur la question de la souveraineté économique, vous parliez tout à l'heure, Ibouba, justement de la nationalisation des secteurs énergétiques, donc du secteur pétrolier, gazier, celui de la pêche. Il y a aussi la volonté affichée de se dissocier un petit peu des institutions financières, notamment le FMI. Est-ce qu'aujourd'hui, le Sénégal il est en mesure de tenir tête à des institutions pareilles ou finalement, tout en s'assurant finalement une stabilité économique? Il y a aussi la volonté de trouver un modèle financier alternatif avec les puissances émergentes comme la Turquie, la Chine et la Russie. Qu'en est-il
Oui, c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui, ça il faudra le noter. Économiquement, le Sénégal est en train de souffrir, donc, et il souffle le macadam, c'est clair. Mais comme je vous l'ai dit, donc, ils ont leur créativité, ils ont peut-être sûrement donc, des alternances qu'ils trouvent ailleurs. La notification donc, de, comment ça s'appelle, les services internationaux qui notifient donc... La fondation Mo Ibrahim. Non, c'est pas celle-là. Je crois que c'est le RUM ou quelque chose comme ça qui notifie donc les pays en général, qui vous permet d'avoir des crédits à un certain taux, de 6%, de 7%. Aujourd'hui, le Sénégal est à 6%. Je crois que c'est tout à fait exorbitant pour le Sénégal et pour certains pays aussi qui sont au-dessous donc de ce seuil-là. Le Sénégal aujourd'hui souffre. Mais ils essaient de trouver donc des alternatives, ils essaient de trouver donc d'autres bailleurs qui peuvent quand même les secourir dans ce sens-là. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Moi, je pense que votre question a tout son sens, Soukaina, c'est que l'un des premiers critères, c'est aussi les ressources humaines. Le Sénégal dispose de ressources humaines. Deuxième critère, je vais parler de la stabilité. C'est un pays qui est stable. Troisième critère, je parle effectivement de la confiance que la communauté internationale et les institutions financières dont vous avez cité le FMI donnent au Sénégal. La preuve, c'est que le rapport qui a été effectivement rendu public par la Cour des comptes, ce rapport a fait bouger effectivement une délégation de FMI pour venir révéler effectivement il y avait une somme de 7 milliards qui était... On détaillera justement. Donc c'est vraiment une garantie qui peut permettre effectivement à ces bailleurs, à ces institutions internationales financières à pouvoir quand même courir au Sénégal. Moi je pense que le cadre y est, c'est un cadre démocratique. La volonté y est parce qu'il y a des ressources humaines mobilisées qui peuvent quand même attirer davantage. Aujourd'hui vous savez très bien, toutes les entreprises françaises ou bien européennes, vous pouvez les trouver à Dakar, un peu partout, à Saint-Louis, dans des grandes villes. Donc moi je pense que les atouts sont là. Il faut tout simplement que effectivement la communauté internationale puisse donner un peu un souffle à ces pays-là pour pouvoir réduire la question du chômage, réduire certaines disparités et inégalités sociales. Ça ne sera pas fait, c'est clair. Voilà. C'est ce que je voulais dire à Makaïla. Le Sénégal n'a rien à attendre de la communauté internationale. Je pense que l'un des points de rupture où on attend les nouvelles autorités sénégalaises, c'est également à ce niveau-là. Moi, je peux le dire, n'étant pas un expert en économie, n'étant pas un spécialiste du Sénégal et tout, le Sénégal n'a pas besoin du FMI. Au contraire. Je dis souvent ça aux Africains. Si vous me démontrez un pays qui a été sauvé grâce au FMI, je suis preneur. Vous avez vu que même les pays d'Asie de l'Est qui ont eu des programmes avec le FMI et la Banque mondiale, pour avoir leur boom, ils ont dû totalement rechanger les choses. Absolument. Vous ne pouvez pas avoir ces institutions qui sont des institutions néo-impériales qui ont été créées avec une mission précise, c'est de tout faire justement pour que vous ne soyez pas indépendant et aller vous retourner vers eux pour avoir une certaine indépendance. Ça n'a aucun sens. Donc là où moi j'attends le président Diomaye Faye, c'est cette rupture avec le FMI. Le Sénégal est en mesure aujourd'hui de se Bien sûr. C'est en fait une construction, c'est une fiction qui est construite depuis des années où on essaie de démontrer aux pays africains que vous êtes incapables de vous réaliser par vous-même. Mais je vous prends un exemple, Soukaina. Vous avez des pays comme le Mali, le Niger, qui ont vécu sur embargo pendant plus d'1 an. Ils ne se sont pas effondrés. On a dit on a arrêté l'aide, on ne vous donne plus rien. Or, l'ancien Premier ministre du Niger nous expliquait que le régime en place ne peut pas tenir parce que le budget du Niger dépend à 50% justement de l'aide internationale. Mais on a vu que c'est possible. La réalité qu'on essaye de cacher, c'est le véritable pouvoir ou la véritable richesse des pays africains. On n'a pas besoin du FMI. On est toujours en train de pousser les dirigeants africains à aller sur la scène internationale, à venir en Europe chercher des eurobonds et tout. Mais qu'est-ce qu'on fait de l'épargne locale d'abord en réalité? Vous pouvez aller sur la scène internationale chercher des fonds, mais ça doit être en complément de votre mobilisation interne. Vous verrez aujourd'hui que si on arrive à faire ce schéma-là, on va avoir de l'autonomie et on peut avoir de la prospérité parce que malheureusement ces programmes, ce sont des programmes qui viennent vous demander de construire un hôpital là où vous avez besoin d'une route, qui viennent vous demander de faire un puits d'eau là où vous avez besoin d'un barrage hydroélectrique et tout, pour la simple et bonne raison que eux ils sont là pour leurs intérêts et pas pour les vôtres. Or, si vous arrivez à mobiliser l'épargne interne, vous avez le choix de faire une programmation qui vous permet de développer votre pays à votre rythme et en fonction de vos réalités. Il faut bien qu'on se le tienne pour dit.
Je ne vois aucun pays africain aujourd'hui qui a besoin du FMI pour exister. Le FMI a plutôt besoin de ces pays-là, puisque c'est devenu un champ de commerce. Si vous n'existez pas, il n'existe pas. Donc, c'est aberrant que vous vouliez parler d'indépendance si c'est le FMI qui dicte votre politique économique. Donc moi, c'est l'un des points sur lesquels j'attends effectivement le duo Bassirou Diomaye Faye ou Ousmane Sonko. Il faut briser ces chaînes-là. Ce ne sont pas des chaînes qui vous permettront d'avoir la souveraineté que vous réclamez. Jules, ce que tu dis est pertinent. C'est déjà une mobilisation locale, hein, tu vois, de voix sénégalaises qui s'élèvent pour dire, écoutez, les 7 milliards là, nous n'allons pas restituer au FMI. C'est vrai, pour amorcer une rupture totale, une souveraineté, il faut absolument amorcer avec ces institutions. Moi, le constat que j'ai fait, c'est qu'il ne faut pas tout simplement, pour le moment, faire en sorte que la rupture soit avec les institutions internationales soit immédiate. Moi, je pense qu'il faut toujours continuer à garder ces liens-là pour éviter que, en fait, souvent, quand on vit des pays, on vit ce qu'on appelle les pays en voie de développement. Souvent, les pays en voie de développement ont des difficultés, effectivement, de mobiliser les ressources naturelles suffisantes pour quand même répondre aux atteintes, aux projets dont vous parlez. C'est pourquoi ces institutions, elles viennent en appui à nos pays. Vous savez pourquoi ces pays ont des difficultés à mobiliser cela? Parce qu'il y a un problème de mindset à la base. Parce qu'on a éduqué nos dirigeants à la notion de l'aide. Où ils pensent, quand ils sont à la tête de leurs États, qu'ils ne peuvent rien faire sans l'aide. L'aide publique au développement, l'aide à ceci, l'aide à cela. Non, s'il y a un changement de paradigme, vous verrez que c'est très simple. Moi, j'ai eu à discuter avec le président d'une plus grande institution bancaire africaine et il me dit, nous, on est frustrés. Nous, on a des banques africaines, panafricaines, on a de l'argent, mais on est choqués de voir les montants que nos pays s'en vont recourir sur le marché international à des taux d'usurier, alors qu'il y a la possibilité locale. Et il y a aussi un problème de compétence. Il y a une ingénierie à avoir. Ce n'est pas tout le monde qui sait comment on mobilise l'épargne locale. Mais vous avez aujourd'hui sur la place africaine d'éminents chercheurs intellectuels, de capitaines d'industrie qui savent le faire. Donc si, au lieu de faire comme c'était un peu le cas à l'époque de Macky Sall, d'avoir des cabinets occidentaux qui sont des spécialistes dans tout, qui vont vous orienter uniquement vers les institutions de Bretton Woods, vous avez des think tanks composés d'Africains qui connaissent des choses, ils vous diront, écoutez, voilà comment on peut faire. Qui ne connaissent pas nos réalités. Qui ne connaissent pas les réalités, mais c'est ça le problème. Dans la plupart des présidences africaines et tout, à un moment donné, c'était la mode de Tony Blair, qui avait son institut et tout, et il était c'est lui qui donnait des conseils. Mais quel conseil il va vous donner si c'est d'aller au FMI ou aller à la Banque mondiale? Est-ce qu'il a la capacité de maîtriser l'économie sénégalaise? Vous avez vu comment le Mali a surpris le monde entier par sa résilience. Sa résilience, malgré les sanctions, le Burkina, le Niger. Ça veut dire qu'il y a en réalité une ingénierie locale qui n'est pas juste exploitée. Et on vous oblige à aller vous endetter sur la scène internationale pour faire des choses qui ne vous sont pas prioritaires pour l'instant. Merci Jules Domché pour les précisions. On va poursuivre le débat dans un instant et notamment, on va s'intéresser au ton panafricaniste qu'a donné Bassirou Diomaye Faye à son mandat. On prend une courte pause, on revient dans un instant sur Vox Live. Merci d'être avec nous. Le débat se poursuit, je le disais à l'instant. Ce qui a séduit l'électorat sénégalais, c'est notamment cette direction panafricaniste plus assumée que ses prédécesseurs au Sénégal. On a vu le rôle notamment du Sénégal dans la médiation avec les pays de l'AES. On a vu sa position avec la CEDEAO. Est-ce qu'il se pourrait que le Sénégal prenne cette direction plus tranchée comme celle de ses voisins nigériens, burkinabés et maliens ? Je reste dubitatif parce que je crois qu'il y a une hésitation. Il y a eu une hésitation qui peut être légitime. Qu'est-ce qu'elle traduit justement la position du Sénégal vis-à-vis de ces pays-là ? C'est une position qui est une position politique, qui est une position de prudence. Je suis sûr que si ça ne dépendait que de Sonko et de Diomaye, ils auraient franchi le pas tout de suite et immédiatement. Mais comme je disais tantôt... De rejoindre l'Alliance des États du Sahel. Oui, pourquoi pas, ou bien de créer une autre passerelle. Mais comme je disais tantôt, quand vous vous asseyez sur le fauteuil présidentiel, vous avez un autre regard. Vous avez d'autres contraintes, d'autres contingences. Je pense que dans leur premier schéma, ils se sont dit pas de précipitation, parce que ce sont quand même des décisions lourdes de conséquences. Et le Sénégal n'est pas le Mali, n'est pas le Niger, n'est pas le Burkina. Ça a beau être des pays d'un même ensemble, mais chaque pays a à un moment donné des spécificités. Donc je pense qu'il y a eu une position de prudence, et je pense aussi que de manière même un peu naïve, ils ont cru
qu'il pouvait, à l'intérieur de certaines institutions, notamment la CEDEAO, amener effectivement à ce que les lignes bougent au point d'amener les autres à faire un retour en arrière. Mais je pense qu'aujourd'hui, ils se rendent compte que c'est quelque chose qui tend plus vers de l'impossible aujourd'hui. Mais on ne peut pas remettre en cause leur fibre panafricaine, parce que je pense qu'ils ont eu à le démontrer, sauf qu'il s'agit de trouver quels sont les mécanismes pour construire un panafricanisme efficace. Comme je dis toujours, il ne faudrait pas que le panafricanisme reste un vœu pieux, reste un slogan, reste une formule de complaisance, que ça devienne quelque chose de réel. Mais pour ça, il faut qu'il y ait de véritables acteurs qui soient prêts à franchir le pas. Véritablement. Et franchir ce pas-là peut être également dans des décisions purement symboliques, purement politiques, et en assumer les conséquences, parce qu'on voit ce qu'on gagnera dans la durée. Moi, je pense que Gilles, en fait... Non, il y a pas, les institutions, je voudrais dire que je crois que c'est pas ce qui manque. Hein. Aujourd'hui, Jules, il y a un problème qui se pose sur le continent africain notamment. Donc, ce sont les institutions africaines qui ne jouent pas le rôle réellement. Je veux parler de l'unité africaine, je veux parler donc de la CEDEAO, je veux parler de d'autres pays. Pour revenir un tout petit peu donc à votre question au niveau du ton panafricaniste donné. Exactement. Le Sénégal aujourd'hui ne peut pas embrasser. Je crois que Jules l'a étayé, en fait, d'une certaine manière, en mettant un tout petit peu donc, les guillemets. C'est vrai que c'est un peu avéré. Mais si cela est fait, il faudra juste d'abord, en première position, voir que le Mali... Comment est-ce que le président malien est arrivé aujourd'hui au pouvoir? C'est par les armes, effectivement. Donc, le président du Niger, pareil. Donc, ils ne sont pas arrivés aux élections présidentielles donc, par la décision populaire ou la décision donc, du peuple. On sait tous comment ils sont arrivés là. Oui, les conditions d'accession sont différentes. Exactement. La situation elle est tout à fait différente du Sénégal. Le Sénégalais, aujourd'hui, le Sénégal est un pays qui a une certaine particularité qui est posée sur donc, la démocratie politique. Et c'est des politiciens qui sont imbibés de valeurs et de valeurs sûres, qui ont peut-être sûrement leur feuille de route qui est là et qui ne vont pas l'entacher pour rien du tout. Mais si cela arrivait, mais je crois que ça va arriver peut-être sûrement très bientôt, si tout continue comme ça à se passer, le Sénégal, aujourd'hui les caciques du Sénégal, je pressens justement qu'ils se donneront peut-être sûrement un deadline d'ici peut-être sûrement l'an 2029, l'an 2030 pour essayer de voir si cela est possible. Et cela, ce n'est pas effacé parce que ça s'impose au continent africain. Aujourd'hui, les Africains sont forcés de s'unir. Et l'AES a montré la voie qu'ils sont capables et que cela est effectivement capable et cela est réalisable. Et donc cela, c'est une lecture que tous les Africains se font aujourd'hui. Si aujourd'hui le Sénégal arrive à rejoindre donc, ces pays de l'AES, économiquement, on sait ce que ça peut donner. Fondamentalement, ça sera une puissance inédite. Et je crois qu'on va y arriver tôt ou tard si les institutions africaines changent, bien sûr. On ressent justement l'influence du panafricanisme. C'est vrai que c'est difficile de se projeter à ce stade dans une inclusion au sein de l'AES, mais par ailleurs, on ressent l'influence du panafricanisme dans la politique de Bassirou Diomaye Faye et notamment dans la promotion d'une monnaie indépendante, justement du franc CFA. Makaïla Ngebla, est-ce que c'est une mesure réaliste ou ça reste une posture politique? Non, c'était une posture politique au début. En fait, Sonko, qui était à la tête du PASTEF, avait effectivement brandi comme une des revendications effectivement la souveraineté monétaire du continent africain et donc quitter la zone CFA pour avoir une monnaie indépendante, tout à fait indépendante. Sauf qu'aujourd'hui... Ce qui reste un argument clé dans les politiques souveraines. Justement. Et donc, comme il a dit Jules, tout à fait, aujourd'hui, on est rattrapé par une réalité. Mais en fait, le Sénégal, comme vous l'avez su le dire, les conditions d'accession au pouvoir dans l'espace l'AES sont différentes. C'est les conditions d'accession au pouvoir du PASTEF au Sénégal. Et le Sénégal a toujours, on l'a su le dire, on ne va pas revenir, une tradition démocratique et d'accession. Donc aujourd'hui, le panafricanisme développé ou bien perçu par les autorités sénégalaises, c'est un panafricanisme de dialogue. Donc ils ne sont pas dans une logique de rupture totale, ils sont en train, pas à pas, d'aller vers... C'est vrai, je comprends effectivement l'enthousiasme de mon ami Ibouba qui voulait absolument que le Sénégal, si j'entends bien, rejoigne l'AES. Sauf que l'AES aujourd'hui est devenu effectivement un espace conflictuel. Parce qu'il y a fait des tensions avec la CEDEAO, des tensions avec l'Union européenne, des tensions avec les suspensions avec l'Union africaine. Tout ça, je pense que le Sénégal ne va pas quand même emboîter les pas. C'est pourquoi il faut savoir raison garder. Pour le moment, il faut laisser développer un panafricanisme qui rassemble. Le panafricanisme, par définition, c'est un espace de valeurs communes entre les Africains. Et donc, je pense que si
l'AES peut être quand même, peut rassembler beaucoup de pays africains, pourquoi pas, mais sauf qu'aujourd'hui, l'AES lui-même est devenu quand même un espace confligène et que des réserves sont émises par un certain nombre d'observateurs. Donc, pour le moment, je pense qu'il faut laisser développer un panafricanisme qui, effectivement, puisse être un panafricanisme de paix. Un espace confligène, excuse-moi. Donc, je crois que c'est pas fortuit. Le fond du problème, c'est qu'il faut voir la réalité en face. Voir que l'AES a prouvé ce dont ils sont capables de faire. Et je crois que c'est un message fort à l'endroit de tous les pays africains et tous les pays qui veulent aspirer au panafricanisme. Ça, il faudra le souligner. Aujourd'hui, nous voyons économiquement l'assise de Burkina Faso, nous voyons économiquement l'assise du Mali, nous voyons économiquement l'assise du, l'assise du Niger, sans les institutions de Bretton Woods. Donc aujourd'hui, ils ont prouvé que c'est possible. Et les Africains, les institutions africaines qui sont aujourd'hui à la tête de ces lieux, doivent faire quelque chose dans ce sens-là, comme l'unité africaine. Aujourd'hui, au monde où le monde est divisé en trois parties, où nous voyons les puissances qui sont en train de se faire des guerres, on voit donc depuis la première puissance mondiale, excuse-moi, je vais un tout petit peu dérouter pour essayer de sortir un tout petit peu dans le sujet. Quand nous voyons par exemple les États-Unis et la Chine qui sont en train de se battre, donc au Congo RDC, je crois que ce n'est pas fortuit. Cela doit interpeller plus d'un Africain. Et les institutions africaines doivent être cosmopolites et doivent être si intelligents que ça et mettre l'accent là-dessus. Cette jeunesse-là que vous voyez, le président Diomaye Faye et le président... Sur la question peut-être du franc CFA oui, et le président, je vais y arriver. Et le président rapatrier une partie des réserves du Sénégal en dehors du franc CFA. C'est une autre réalité. C'est une autre réalité. Chaque chose a son temps. Le franc CFA, on ne peut pas s'en déduire aujourd'hui, présentement. Ce n'est pas du tout possible économiquement. On n'aura pas une assise financière. Cela se déroulera dans le temps. Mais on ne peut pas le faire immédiatement. On ne peut pas le faire. Sur la question du franc CFA. Je vais réagir sur la question du franc CFA et sur les autres questions, notamment institutionnelles. Sur la question du franc CFA, je ne partage pas l'avis d'Ibouba parce que je continue de penser que ce sont des mythes qu'on a voulu construire. Une monnaie, vous ne pouvez même pas parler de souveraineté si vous n'avez pas votre monnaie. Absolument. La monnaie fait partie des éléments clés de la souveraineté. Donc si vous dites que vous avez une politique souverainiste, votre objectif immédiat doit être d'avoir votre propre monnaie. Et il y a un autre mythe qui est celui de la monnaie commune. Il faut bien qu'on comprenne, ce n'est pas obligé qu'on ait une monnaie commune. La monnaie commune, en réalité, ne présente pas autant d'avantages qu'on veut le faire croire. Parce que pour que la monnaie commune ait un réel avantage, il faudrait que vous ayez les mêmes structures économiques, que vous ayez les mêmes réalités, ce qui est très loin d'être le cas dans la plupart de nos pays. Troisièmement, j'aime bien rappeler à ceux qui pensent que sortie du franc CFA, ce serait aller vers le gouffre, qu'il y a des pays qui étaient dans le franc CFA qui en sont sortis et qui n'ont pas connu le gouffre. Il y a des pays qui n'ont jamais connu le franc CFA et qui n'ont pas connu le gouffre. C'est une monnaie coloniale, c'est une monnaie impériale, c'est une monnaie qui empêche aux pays qui l'utilisent de pouvoir être souverains et de pouvoir décider de quel sens dans quel sens ils veulent aller. Donc, pour moi, ce n'est pas un débat. Et autant je parlais de la rupture avec les institutions de Bretton Woods, autant je parle de la question monétaire. À aucun moment, vous ne pouvez dire que vous êtes indépendant et souverain si vous ne maîtrisez pas votre monnaie. Donc, pour moi, le débat sur le franc CFA s'arrête à ce niveau-là. Maintenant, ça peut être une question de calendrier, parce que la monnaie, c'est quelque chose de très sensible. Pour en sortir, il faut dire le moins possible, parce que quand vous faites trop de bruit, la monnaie, comme on aime le dire chez nous, n'aime pas le bruit. Mais c'est une décision qu'il faut pouvoir prendre, sinon, vous ne pouvez pas parler de souveraineté. Maintenant, concernant les institutions, je suis totalement d'accord avec Ibouba. L'AES aujourd'hui peut être le début de la construction du nouveau et du vrai panafricanisme. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on oublie qu'on n'est pas obligé de se mettre ensemble juste parce qu'on partage la même aire géographique. L'intérêt est ce qui structure les relations entre les hommes et les relations entre les États. Pour qu'une union marche, pour qu'une organisation marche, il faudrait que vous ayez une communauté d'intérêts. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui pour ce qui concerne la CEDEAO ou encore l'Union africaine. Pour revenir sur la crise en RDC, c'est quand même ahurissant que l'Union africaine n'ait pu rien faire et que l'Union africaine n'ait même pas pu faire asseoir autour de la même table les présidents rwandais et congolais et que ce soit le Qatar qui soit en train de le faire. Donc je veux dire qu'il y a un certain nombre de manquements aujourd'hui au sein de ces institutions, mais la raison est toute simple, c'est que ce sont des institutions qui n'ont pas été mises sur pied par des
les Africains. Ce sont des institutions qui ne sont pas financées par les Africains. Et celui qui finance vous donne la ligne à tenir. Aujourd'hui, l'AES... C'est l'une des principales critiques. On parle d'obsolescence aujourd'hui. Bien sûr, c'est totalement dépassé. La CEDEAO également. Moi, j'étais amusé quand je vois le président de la Guinée-Bissau, Embalo, chasser la CEDEAO de chez lui. Quand je me rappelle Gisèle qu'il a eu il y a quelques mois, qu'elle était en président en exercice vis-à-vis des pays de l'AES, ça démontre tout simplement que la CEDEAO est une institution totalement désuète, qui n'a plus des armes pour répondre aux réalités du moment. Donc, le Sénégal, tôt ou tard, si ses dirigeants veulent montrer leur désir de souveraineté, ils doivent se rapprocher davantage vers une institution comme l'AES que de rester dans la CEDEAO. On peut leur accorder le bénéfice du doute au début en disant ils ont le temps de voir, mais aujourd'hui, la CEDEAO leur démontre très bien qu'elle n'est pas prête à être une institution totalement indépendante. Et il en est de même pour l'Union africaine. Et il y a des initiatives parallèles qui sont en train de se créer. Il y a une initiative qui a été lancée au Togo, l'APA. Je ne sais pas ce qu'elle devient aujourd'hui, mais ça montre tout simplement qu'il y a des réflexions qui sont en train d'être menées pour avoir des alternatives. Exactement. Vous savez, je termine par là. La différence, par exemple, puisqu'on parle de communauté d'union entre l'Union africaine et par exemple l'Union européenne, c'est que contrairement à ce qu'on pense, l'Union européenne n'a pas commencé avec tous les pays de l'espace européen. On a commencé à 2, puis à 3, puis à 4, jusqu'à être à 27 aujourd'hui. Et j'aime souvent cette formule qui traduit tout. À l'Union européenne, comme vous verrez, c'est entre qui peut. À l'Union africaine, c'est entre qui veut. Absolument. Ça fait toute la différence. Parce que vous ne pouvez pas penser que vous allez mettre 54 malades ensemble et ils vont vous produire une entité en bonne santé. C'est juste pas possible. Sur la question du défi économique, avant de clôturer justement cette émission, on parlait à l'instant de cette dette déclarée de 7 milliards de dollars. Est-ce qu'aujourd'hui, cette dette-là, héritée de l'ancien régime, elle compromet la vision et la mise en œuvre des grands projets de Bassirou Diomaye Faye? Oui, justement, c'est une somme assez énorme. 7 milliards de dollars, c'est pas petit. Et donc, heureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a des mobilisations locales qui se sont fait entendre depuis hier, appelant effectivement au FMI que le Sénégal n'est pas prêt à restituer cette dette et qu'il demande plutôt, au contraire, que cette dette doit être transférée dans le compte sénégalais. Donc moi, je pense que c'est un gros d'étranglement si jamais 7 milliards mobilisés pour être restitués à une institution financière qui est ici décriée par tout le monde. Ça pose problème. Moi, je pense que sur le volet économique, le Sénégal doit quand même revoir un peu sa stratégie ancienne qui était incarnée par Macky Sall, le régime Macky Sall, la paire, qui a souvent été perçu comme un pouvoir prédateur des ressources du pays, David Gabéji vraiment institutionnel, qui aujourd'hui a été décrié par toute la société civile, les journalistes. Alors moi, je pense qu'aujourd'hui, l'agrégat que nous observons sur le Sénégal nous rassure une fois de plus qu'avec des... Vous savez, souvent, on a tendance à dire « faites-moi de la bonne politique, je ferai de la bonne économie ». Moi, je pense que le constat est aujourd'hui épatant et que les indices qui sont sur nos yeux nous permettent d'évaluer et d'avoir espoir que le Sénégal peut relever ces défis économiques. Le Sénégal peut bien relever ces défis et relèvera ces défis, effectivement. Donc, les 7 milliards que vous parlez, ils ont déjà mis. Donc, je crois qu'on a entendu plutôt, comment ça s'appelle, le président... le gars qui a été dépêché au Sénégal, donc comme c'est monsieur Guémis ou monsieur comment il s'appelle, voilà, monsieur Kamel, exactement. Donc on a bien entendu son discours. Le Sénégal aujourd'hui, se trouve sur une phase économique transcendante. Elle a sa vision particulière et elle veut particulièrement se débiter effectivement des institutions de Bretton Woods. S'il faut le faire, il faudra le faire. Je crois que c'est une voie à suivre et pour le Sénégal et pour les Africains qui veulent effectivement prôner pour la souveraineté et l'indépendance surtout. Mais je crois qu'ils vont y arriver. Comment ? Puisque vous voyez très bien, donc avec le pétrole qu'ils sont en train d'extraire aujourd'hui, ils ont mis leur raffinerie qui est tout à fait particulière et qui a été mise au Sénégal, justement, qui vont s'occuper donc du raffinage de leur propre pétrole, non seulement pour le pétrole, mais pour les autres, pour les autres dénis miniers qui se trouvent donc dans le pays. Je crois que le Sénégal a bien compris pour cela. Le cas de Macky Sall, pour les 7 milliards, c'est vrai que ça a induit de son pouvoir, mais on ne peut pas aussi jeter l'eau et le bébé en même temps. Macky Sall, peut-être sûrement, a eu une vision optimale, a pu quand même faire donc, des travaux qui sont
tout à fait grotesques et qui sont vues aujourd'hui, qui sont là à la vision spontanée de tout le monde. Bon, on rappelle quand même que ça reste des engagements hors bilan qui ont été oui, mais même si c'est des engagements hors bilan, mais vous savez, le président Wade l'a fait. Tous les présidents qui sont intelligents, je n'insulte pas les autres présidents, mais il y a une fois... Non, mais c'est vrai. Ça devrait pas... c'est vrai. Je vais sortir un tout petit peu de la gamme. On ne légitime pas forcément. Non, on ne légitime pas, mais si c'est fait, c'est bon. Puisque, je ne cautionne pas. Ça n'engage que vous. Oui, ça n'engage que moi. Je suis sûr que je suis sur une chaîne de télévision. Non, je vous dis, laissez-moi finir un tout petit peu. Je vais vous dire juste une chose. Le président Wade l'a fait. Il y a des institutions internationales qui sont là, effectivement. Il faut savoir manier ou il faut savoir manœuvrer avec, sinon vous n'allez jamais atteindre vos objectifs. Vous avez parlé tout à l'heure des FMI qui vous dit, écoutez, si vous voulez réaliser cela, faites cela. Vous voulez avoir des routes, c'est cela. Mais le monsieur, il sait très bien que pour faire cela, il faut passer par la gauche, mais je prendrai la droite pour essayer de voir si je pourrais entamer en même temps donc, ce que je pourrais réaliser sur la gauche. C'est effectivement ce que Macky Sall a fait. Je peux comprendre. Il y a eu des gabedji, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Qu'est-ce qu'il hérite, Bassirou Diomaye Faye? Mais il hérite effectivement de cette mauvaise gestion. Et aujourd'hui, il est responsable de ça parce que l'État était une continuité. Donc aujourd'hui, effectivement, Bassirou Diomaye Faye a hérité de cela. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra trouver une solution adéquate pour pouvoir restituer ces fonds-là ou ne pas les restituer. Le problème, il est juste là. Et le Sénégal n'est pas capable de pouvoir restituer ces fonds-là aujourd'hui. Les restituer au FMI, est-ce que c'est une entrave justement aux engagements souverainistes qu'on évoquait tout à l'heure? Enfin, je pense que ce feuilleton nous démontre tout simplement l'escroquerie dans laquelle on vit. En réalité, le FMI vient dans vos États et vous met des mesures restrictives, vous obligeant justement à trouver des voies et moyens pour les contourner. Exactement. Je ne suis pas sûr que si Macky Sall avait eu son 3e mandat, vous aurez ce scandale de 7 milliards de dollars. D'accord? Ça veut dire qu'il y a eu un deal qui aujourd'hui a mal tourné parce qu'à la tête du Sénégal, vous avez de nouvelles autorités qui veulent avoir un autre type de relation avec le FMI et la Banque mondiale. On ressort ça, effectivement, et comme Ibouba le disait, au nom de la continuité de l'État, ça devient un problème du régime en place. Et ça m'a rappelé quand on parlait de ça, de Thomas Sankara à l'Union africaine, qui disait qu'on ne doit plus payer la dette. Et il disait, je ne peux pas le faire seul. Si je me lève seul pour aller dire, je ne paye pas, vous savez ce qui va m'arriver. Il faut qu'on se mette ensemble pour dire non. Mais parce que, quand même. Oui, mais en réalité, c'est une véritable escroquerie. Et vous verrez que tout est fait, quand je vous ai dit tantôt, que ces institutions, leur rôle, c'est justement de maintenir les pays africains dans cette forme de dépendance. C'est justement pour cela. Cette affaire sort aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a vu que le Sénégal lorgne vers les BRICS, essaye de chercher d'autres moyens de financement, etc. Et il faut aujourd'hui plomber la dynamique qui est mise en œuvre, qui voudrait que le Sénégal compte davantage sur la mobilisation de l'épargne locale, que le Sénégal essaye de regarder d'autres partenaires financiers, et on vous traîne un boulet de 7 milliards, c'est forcément pour vous ralentir, et je peux vous garantir que si les autorités sénégalaises vont au FMI, entrent en discussion avec le FMI, on trouvera des solutions, mais qui seront des solutions qui maintiendront le Sénégal éternellement dans une forme de dépendance. Ce qui s'est passé avec ces 7 milliards au Sénégal, c'est le cas dans presque tous les pays africains qui ont un programme avec le FMI. Les États, aujourd'hui, pour exister, sont obligés de contourner parce que le FMI vient vous demander d'arrêter tout ce qu'un État doit faire pour être dans une autre dynamique. Ce que vous ne pouvez pas en tant qu'homme politique parce que vous avez besoin de donner un bilan. Donc dans les États, et je crois que le FMI est bien au courant, on met des mécanismes pour contourner le FMI. Exactement. Et ils prennent ça, ils mettent de côté, ils vous laissent vous enfoncer et au moment où vous voulez lever la tête, on vous les ressort et c'est ce qui est en train de se passer au Sénégal. Il faudrait que les Africains aient le courage. La liberté ne se fait pas avec la fleur au bout du fusil. C'est une véritable guerre. Il faudrait qu'un jour, il y ait une masse critique suffisante de dirigeants africains qui disent trop, c'est trop. Cette dette, c'est une escroquerie. On ne fait que payer les dettes depuis des décennies. On paye les dettes, elles ne finissent pas, elles ne finiront jamais. C'est arrivé dans des cas, un pays comme le mien, le Cameroun, où l'État s'endette pour rembourser les dettes. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer le sinistre dans lequel on se retrouve aujourd'hui, le cercle vicieux dans lequel les pays africains sont aujourd'hui plongés. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que d'aller à l'affrontement. Merci Jules Domchi. Je suis désolée, Makaïla, on arrive déjà au terme. Je vous laisse le mot de la fin. Non,
peut-être mais pourquoi justement, vous coupez. Jules, en fait, le combat contre ces institutions financières était quand même un combat de longue date, hein, une quarantaine d'années, en fait, qui a été quand même un des freins, une des causes du retard du continent africain, notamment. Et moi, je pense qu'il est temps, on appelle ici à une rupture, et cette rupture, il faut qu'elle soit actée. Et vous l'avez dit tout à l'heure, le Sénégal sera peut-être le point de départ de cette rupture. Merci Makaïla, merci Ibou et merci Jules Domché d'avoir été parmi nous ce soir. C'est déjà la fin de cette émission. On se retrouve très vite pour un prochain numéro de Vox Live. Ce programme vous a été offert par Afriland First Bank.